La guerre russo-géorgienne est le premier conflit d'une longue série, impliquant directement la Russie dans une sorte de grand jeu d'influence face à l'Occident. Faisons un peu de contexte. À la suite de deux conflits séparatistes, la Géorgie se retrouve dès son indépendance soustraite de deux régions, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Grâce à un accord de paix signé entre les différents partis, la Russie devient garante de l'indépendance de ces régions et déploie des troupes pour y maintenir la paix. En 2003, éclate la révolution des Roses. La Géorgie se retrouve alors avec une opposition pro-occidentale au pouvoir. Soutenue par les États-Unis, cette opposition va vouloir très vite intégrer l'OTAN, au détriment des Russes. Au début des années 2000, en face d'un Occident de moins en moins désireux d'en faire un partenaire, le rapprochement entre l'Occident et la Russie capote, surtout à partir du bombardement de la Serbie par l'OTAN en 1999. En 2007, à Munich, Poutine annonce à haute voix l'impossibilité de l'unipolarité du monde et son refus d'accepter la domination des États-Unis. Il va placer alors la Russie en tant que victime qui ne se laissera pas faire aussi facilement. Ce discours annonce la couleur pour la suite. La Russie défendra ses intérêts, même si pour cela, elle doit utiliser la force. Le président géorgien fraîchement élu veut reprendre le contrôle de tout le pays. Pour cela, il va commencer par une région au sud du pays, l'Adjari. Officiellement, c'est une république autonome sous autorité géorgienne. Mais en réalité, c'est plus le fief d'un baron local, considéré comme pro-russe. En 2004, le pouvoir géorgien règle rapidement son compte aux dirigeants pro-russes et rétablit son autorité dans la région. Les Géorgiens vont profiter de leur victoire rapide pour déployer leurs troupes en Ossétie du Sud, où des combats éclatent. Rapidement, on se rend compte de l'inefficacité de l'armée géorgienne, et on retire les troupes engagées. À partir de là, l'État géorgien va commencer à moderniser son armée, héritée de l'époque soviétique. Pour cela, on augmente les dépenses militaires, passant de 74 millions en 2003 à 923 millions en 2007. La Géorgie va se fournir principalement chez Israël et la Turquie. En 2008, le pays se retrouve avec une armée capable de s'emparer des régions séparatistes, mais aussi de dissuader une intervention russe. Les Géorgiens disposent d'environ 180 T-72 modernisés par Israël, bien supérieurs aux T-62 et T-72 que va mobiliser la Russie durant le conflit. Ajoutez à cela une grande quantité de missiles anti-chars et de systèmes anti-aériens. Le seul problème que connaît la Géorgie à la veille de la guerre, c'est qu'elle n'a ni l'expérience, ni le leadership pour exploiter son armée de 30 000 militaires professionnels et de 100 000 réservistes. Sur ce point, les Géorgiens voyaient plus un rapprochement avec l'OTAN, sauf que son matériel, majoritairement soviétique, ne permettait pas l'interopérabilité. En plus de cela, l'OTAN n'était pas capable de soutenir militairement la Géorgie face à la Russie en 2008. La vision géorgienne était très simple à comprendre. Ils pensaient pouvoir établir d'abord une domination conventionnelle, puis reprendre les territoires séparatistes un par un, tout en dissuadant ou anticipant une intervention russe. En 2008, le rapport de force est clairement du côté de la Géorgie, à condition bien sûr de pouvoir dissuader une riposte russe de grande ampleur. Mais les Géorgiens vont faire une erreur basique. Ils vont sous-estimer la rapidité de réaction des forces russes en cas de conflit, et vont surestimer l'importance du soutien politique américain. Moscou ne pouvait pas se laisser dissuader. Il comptait faire de la Géorgie un exemple. Le début du conflit est très flou. On sait cependant que le 2 août, les Russes terminent leur exercice, et les unités impliquées se retirent vers leur base. Cependant, ils y gardent une force opérationnelle, dans un campement du côté russe du tunnel de Rocky, qui chevauche la frontière entre la Russie et l'Ossétie du Sud. Les Russes parlent alors de 1500 militaires avec une dizaine de T-72B à moins de 30 km du tunnel. Ces troupes, positionnées à cet endroit stratégique, vont faire croire aux Géorgiens que la Russie veut les envahir, ou du moins, c'est ce que les Géorgiens expliquent pour justifier leur attaque. En réalité, la Russie ne tente pas une invasion de la Géorgie. Pourquoi ? Parce que le gros de la 58e armée russe se trouve clairement du côté russe du tunnel de Rocky, attendant les ordres, et son plan d'opération resté inchangé. Le début de la guerre est totalement flou, mais on sait que le 6 août, de violents combats éclatent entre les deux camps. Mais l'on sait que les Géorgiens seront à l'initiative en envahissant l'Ossétie du Sud. La Géorgie ordonne la mobilisation partielle de ses réserves. Elle va déployer la majorité de ses troupes disponibles dans la prise de la capitale Ossète. Elle dégarnit aussi la brigade d'infanterie couvrant l'Abkhazie pour détacher des éléments qu'elle va envoyer vers la capitale Ossète. Cela va lui coûter très cher dans les jours qui suivent. Le 7 août au soir, commence donc l'invasion des troupes géorgiennes.
Après des bombardements d'artillerie, ce sont environ 15 000 Géorgiens qui mènent l'assaut sur l'Ossétie du Sud, ce qui est largement suffisant. Cependant, l'on remarque deux soucis dans la stratégie géorgienne. Premièrement, les Géorgiens décident de commencer un mouvement d'encerclement de la capitale ossète, au lieu d'un assaut frontal, plus direct, ce qui prend beaucoup de temps. Et puis, dans un second temps, ils n'ont pas prévu de sécuriser le tunnel de Roki, d'où devaient arriver les renforts de la 58e armée. Du côté russe, les troupes de maintien de la paix ainsi que les unités clandestines ou auxiliaires russes résistent très bien à l'assaut des Géorgiens, ajoutant à cela que les unités russes postées pas loin du tunnel de Roki passent la frontière pour rejoindre les combats dès le 8 août. Ils ont pour objectif de simplement tenir le plus longtemps possible en attendant le déploiement de la 58e armée. Ура! Ура! Ваша! Ура, ваша! Les défenseurs sont aussi appuyés dès le 8 août par la 4e armée de l'air russe, qui ne remplira presque aucun de ses objectifs et son implication pourrait même être qualifiée d'inutile durant ce conflit. Le 9 août, la 58e armée est déjà là. Elle commence à déployer ses éléments en Ossétie du Sud, ce qui relâche la pression sur les défenseurs. Elle ouvre aussi un second front en Abkhazie, en y déployant dans un premier temps des troupes aéroportées. Puis, grâce à une opération amphibie et la faiblesse des défenseurs géorgiens dans le secteur qui, rappelons-le, a été dégarni, les Russes se permettent même une invasion d'une partie de la Géorgie. Le conflit est, à ce stade, terminé pour les Géorgiens, qui, durant ces 3 jours de combats intenses, n'ont pas réussi à ralentir les Russes ni à consolider leur position. Ils se retirent donc d'Ossétie. La Géorgie est hors jeu et ne représente plus de menace pour la Russie. Du côté géorgien, l'investissement dans des blindés relativement modernes et dans une armée bien équipée lui a tout de même permis de faire face à l'immense Russie, ne serait-ce qu'en la dissuadant partiellement. Les Géorgiens avaient réellement une chance de résister s'ils n'avaient pas commis autant d'erreurs. Il y a plusieurs points négatifs qui ont fortement pesé durant le conflit. Déjà, il y a eu une mauvaise planification, une faiblesse du leadership qui fait que l'opération géorgienne ne prévoyait pas de faire face à une intervention russe à grande échelle depuis le nord du Caucase. Les Géorgiens s'attendaient plus à une retenue du côté russe, on ne sait pas pourquoi. Il y a aussi un manque d'expérience du combat, une surestimation de l'effet dissuasif de leur équipement, et surtout, ils y sont allés tout seuls dans ce conflit, la tête en première, sans concerter leurs alliés. La défaite a de lourdes conséquences en Géorgie, et le président géorgien de l'époque sera même à la fin de son mandat poursuivi pour utilisation excessive de son pouvoir durant le conflit. La Russie a remporté le conflit en un temps relativement court. Malgré certaines lacunes, elle réussit à submerger les forces géorgiennes et à imposer une fin de guerre favorable à ses intérêts. Cela est dû principalement à sa préparation rigoureuse, mais aussi à sa capacité de pouvoir transporter du métal d'un point A à un point B. La Russie disposait d'une capacité logistique et de déploiement bien rodée, grâce à des exercices antérieurs, tels que Caucase frontière entre 2006 et 2008, qui avaient permis de préparer le transport ferroviaire et maritime en cas de nécessité. Les Russes étaient prêts, mais ça n'a pas été présenté ainsi aux téléspectateurs russes, dans les médias ou par les politiciens. Poutine, qui était d'ailleurs à Pékin, va tout faire pour reprocher à Medvedev d'être, en résumé, un mou qui a mal réagi, alors que ce n'est pas la réalité. Alors pourquoi il y aura autant de critiques? Alors il faut savoir que le conflit va servir de déclencheur ou de catalyseur pour une profonde réforme militaire. Parce que tout n'est pas rose du côté russe, il y a beaucoup de lacunes qui peuvent peser lourdement pour les conflits qui vont venir dans le futur. Du coup, malgré sa victoire, la Russie a démontré de sérieuses faiblesses dans plusieurs domaines. D'abord, ils avaient un mauvais renseignement, de mauvaises reconnaissances, les unités n'avaient pas de vision d'ensemble et de vision fiable du champ de bataille, ce qui entraînait des embuscades et des affrontements imprévus. Les colonnes russes sont faites ainsi, c'est les doctrines militaires héritées de l'époque soviétique, où les colonnes russes sont censées avancer sans réellement voir. Elles ont aussi des problèmes de communication, ce qui peut être vu comme étant une catastrophe chez les Occidentaux. Alors, ils ont beaucoup avancé depuis, et c'est tout à fait normal,
À l'époque, ça devait être terrorisant d'être dans l'armée russe. Imaginez ne pas avoir, n'avoir aucun renseignement à votre échelle en tant que soldat, d'être envoyé sur le champ, de vous faire tirer dessus, de ne pas savoir qui c'est, et qu'au final, après avoir subi 2 ou 3 pertes, vous vous rendez compte que ce sont vos copains qui vous ont tiré dessus parce que vous n'étiez pas censé être là, ils ne savaient pas que vous étiez là, etc., etc. Ajoutez à cela un problème assez particulier, c'est que les troupes qui étaient en face des Russes avaient généralement le même équipement. Il faut savoir que la majorité des pertes aériennes dans ce conflit sont dues à des tirs amis. Sinon le reste, c'est des pannes. C'est à cause de ça que Poutine va commencer ou va décider de doter la Russie d'une capacité militaire qui lui permettrait de s'engager dans des conflits modernes et le plus vite possible. Alors on va voir dans le futur l'implication militaire de la Russie dans plusieurs conflits, notamment en Ukraine avec la prise de la Crimée en 2014, mais aussi avec la guerre en Syrie. Alors, pour conclure, on pourrait dire que la guerre de 2008, c'est bien plus qu'un simple conflit local, que ça a été une expérience fondatrice pour la Russie moderne, un laboratoire de guerre qui a mis en lumière ses failles, mais qui lui a aussi permis de préparer le terrain pour son retour sur la scène internationale.